Imaginez vous réveiller un matin et qu'on vous dise « Vous avez 3 heures. 3 heures pour attraper ce que vous pouvez porter et partir. Laissez votre appartement, vos meubles, vos photos, les jouets de vos enfants. Tout laisser parce que l'air lui-même est devenu votre ennemi. » C'est exactement ce qui s'est passé pour près de 50 000 personnes le 27 avril 1986, dans une ville qui s'appelle Pripyat, en Ukraine. Et la plupart d'entre elles ne sont jamais revenues. Mais voilà la partie qui ne fait pas la une des journaux. Celle qui devrait vous faire stopper et réfléchir. Cette ville, déclarée définitivement inhabitable, clôturée, irradiée, ne s'est jamais vraiment vidée. Les gens continuaient à y revenir. Certains avec une autorisation. D'autres sans. Et la nature, complètement indifférente aux catastrophes humaines, a posé ses valises et s'y est installée comme chez elle. Pripyat n'est pas qu'une ville abandonnée. C'est une contradiction vivante. Un endroit censé être inhabitable pour toujours, où la vie, sous toutes ses formes, n'a jamais complètement disparu. Dans les premières heures du 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé. Ce n'était pas une bombe nucléaire, mais en termes de matière radioactive libérée dans l'atmosphère, c'était bien pire que ce que la plupart des gens comprenaient à l'époque. Un nuage de particules radioactives, invisibles et inodores, a commencé à dériver sur toute la région. Pripyat avait été construite spécifiquement pour loger les travailleurs de la centrale et leurs familles. C'était une ville soviétique modèle, jeune, moderne, bien équipée. L'âge moyen de ses habitants était de seulement 26 ans. Il y avait des écoles, des installations sportives et un tout nouveau parc d'attractions qui devait ouvrir ce week-end-là pour le 1er mai. Le matin du 27 avril, l'ordre d'évacuation est tombé. Les bus sont arrivés. On a dit aux habitants que c'était temporaire, une précaution, quelques jours tout au plus. Prenez juste le nécessaire pour un court voyage. Laissez le reste. Vous rentrez bientôt. Ils ne sont pas rentrés bientôt. La plupart ne sont plus jamais rentrés du tout. Ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est l'une des choses les plus troublantes à propos de Pripyat. Pas la radiation. Pas le silence. Mais cette immobilité. Des salles de classe où les manuels scolaires sont ouverts sur les bureaux en plein milieu d'un cours. Un gymnase où des masques à gaz sont éparpillés par rangées sur le sol, personne ne sait vraiment pourquoi. Un hôpital où les dossiers médicaux, le matériel et les affaires personnelles sont exactement là où on les a posés il y a près de 4 décennies. Un parc d'attractions dont la grande roue, rongée par la rouille, s'est arrêtée, montée mais jamais officiellement inaugurée, figée à l'orée d'une fête qui n'a jamais eu lieu. Rien de tout ça n'est mis en scène. Personne n'a arrangé ça pour les faits. C'est simplement ce qui se passe quand 50 000 personnes quittent une ville en 3 heures et que les portes se ferment derrière elles. Les horloges se sont arrêtées. La ville n'a pas dépéri, elle s'est mise sur pause. La radiation est le fait central de cette histoire, et elle mérite d'être traitée honnêtement. Sans dramatisation. La radiation ne se voit pas. Elle ne se sent pas, ne se ressent pas sur le moment. C'est justement cette invisibilité qui la rend si psychologiquement déstabilisante. On ne peut pas regarder un bâtiment et savoir si c'est safe d'y entrer. On ne peut pas sentir le danger s'accumuler dans son corps. La catastrophe de Tchernobyl a libéré un mélange complexe d'éléments radioactifs, chacun avec une demi-vie différente, c'est-à-dire des vitesses différentes auxquelles ils se décomposent et deviennent moins dangereux. Certains éléments ont déjà décliné à des niveaux sans danger. D'autres resteront dangereux pendant des décennies, voire des siècles. Dans la zone d'exclusion, à un rayon d'environ 30 km autour de la centrale, les niveaux de radiation varient énormément d'un endroit à l'autre. Certaines zones se rapprochent vraiment de conditions habitables. D'autres, notamment près du réacteur lui-même, restent dangereusement contaminées. La forêt rouge, cette étendue d'arbres qui ont viré aux roues et sont morts en quelques jours après l'explosion à cause de la radiation, est encore aujourd'hui parmi les terres les plus contaminées de la planète. Le point essentiel, la zone n'est pas uniformément mortelle. Elle n'est pas non plus uniformément safe. C'est compliqué. Et c'est exactement cette complexité qui rend si fascinante la question de qui revient, et pourquoi. La plupart des gens pensent que Pripyat est complètement bouclé. Une zone interdite. Un endroit où la présence humaine a pris fin en 1986 et n'a pas repris depuis. Cette idée est fausse. La zone d'exclusion de Tchernobyl a connu une présence humaine continue depuis la catastrophe. Dans les jours qui ont immédiatement suivi, des centaines de milliers de travailleurs, connus sous le nom de liquidateurs, ont été envoyés pour contenir les dégâts, nettoyer les débris radioactifs et finalement construire le sarcophage en béton qui a encapsulé le réacteur détruit. Ces travailleurs se relayaient en rotation pour limiter leur exposition individuelle.
Beaucoup d'entre eux ont payé un lourd tribut sur le long terme pour ce travail. Au-delà du nettoyage initial, la centrale elle-même a continué à fonctionner. Les 3 autres réacteurs de Tchernobyl ont continué à produire de l'électricité jusqu'à ce que le dernier soit arrêté en 2000. Ça nécessitait du personnel. Des ingénieurs, des techniciens, des agents de maintenance, des gens qui faisaient la navette jusqu'à l'un des sites les plus radioactivement contaminés de la planète, comme si c'était un boulot normal. Il y a aussi les scientifiques. La zone d'exclusion, d'une façon un peu sombre, l'un des sites de recherche écologique et radiologique les plus précieux de la Terre. Des chercheurs qui étudient les effets à long terme des radiations sur les écosystèmes, sur la faune, sur la biologie humaine, ils y entrent régulièrement, instruments en main, pour effectuer des mesures qu'aucun laboratoire ne pourrait reproduire. Et puis les touristes. Depuis que l'Ukraine a ouvert certaines parties de la zone au tourisme contrôlé, des milliers de personnes ont arpenté les rues vides de Pripyat, les couloirs de l'hôpital, sont passés devant la grande roue. Ils viennent avec des guides, des dosimètres, et une envie de quelque chose qu'ils n'arrivent pas vraiment à nommer, l'expérience d'être à l'intérieur d'un endroit que l'histoire a avalé tout entier. Et enfin, ceux qui viennent sans autorisation. Ils se font appeler des stalkers, en empruntant le nom d'un film de science-fiction soviétique se déroulant dans une mystérieuse zone interdite. Ils passent à travers la clôture la nuit, campent dans des bâtiments abandonnés, et documentent un monde que le reste de l'humanité essaie d'oublier. La ville qui était censée être définitivement vide n'a, d'une façon ou d'une autre, jamais été complètement seule. Pendant que les humains débattaient des conditions de leur retour, autre chose s'est installée discrètement, régulièrement, et sans le moindre intérêt pour la politique de la radiation. La faune est revenue dans la zone d'exclusion en nombre et ça a surpris presque tous les scientifiques qui l'ont étudiée. Des loups, des lynx, des ours bruns, des chevaux sauvages appelés chevaux de Przewalski, une espèce quasi éteinte, relâchée dans la zone et qui s'y sont épanouis. Des aigles nichant dans les ruines de structures humaines. Des cerfs broutants dans ce qui était autrefois des parcs de la ville. La forêt, elle aussi, a avancé. Des rues qui étaient autrefois dégagées et entretenues sont maintenant fissurées par les racines, englouties par les buissons, recouvertes par des arbres qui ont poussé à travers les fenêtres et à travers les planchers. Des bâtiments qui se tenaient droits s'inclinent, s'effondrent, retournent lentement à la terre dont leurs matériaux sont venus. C'est l'une des grandes expériences non intentionnelles de l'écologie moderne. Que se passe-t-il quand on retire à la nature la seule chose qui la supprime le plus, l'activité humaine? Même dans un environnement radioactivement compromis, la réponse semble être « elle revient ». De façon imparfaite, étrange, parfois avec des effets biologiques mesurables. Mais elle revient. Pripyat est en train de devenir quelque chose sans véritable précédent, une réserve naturelle construite non pas par conception, mais par catastrophe. Et c'est là que l'histoire cesse d'être une simple leçon d'histoire pour devenir quelque chose de plus mystérieux. Est-ce que Pripyat est morte? Ou est-elle sur pause? Le cadre officiel est clair, c'est une zone d'exclusion, un site de contamination, une zone à risque permanent. Et ce cadre est juste dans les limites de ce qu'il dit. Mais il ne saisit pas le tableau complet. Parce que le tableau complet inclut des loups qui élèvent leurs petits dans des maternelles abandonnées. Des scientifiques qui font des découvertes à l'intérieur d'une forêt irradiée qui ne pourrait être faite nulle part ailleurs. D'anciens habitants, les autocolons, surtout des femmes âgées qui sont retournées dans leur village à l'intérieur de la zone et ont refusé de repartir, qui y ont vécu pendant des décennies. Il y a un fossé entre ce que Pripyat est censé être et ce qu'elle est réellement. Entre le danger qui est réel et le danger qui a été surestimé. Entre la ville qui a été abandonnée et l'endroit qui n'est jamais vraiment devenu vide. C'est dans ce fossé que vit la vraie histoire. Pas dans l'horreur, mais dans la contradiction. Pripyat n'est pas une histoire de fantôme. C'est quelque chose de plus inconfortable que ça. C'est un miroir. Il nous montre à quelle vitesse ce que nous construisons peut être repris par des forces que nous ne contrôlons pas. Il nous montre que la frontière entre habitable et inhabitable n'est pas aussi fixe qu'on voudrait le croire. Il nous montre que même dans l'ombre d'une catastrophe, la vie humaine ou autre a une volonté presque déraisonnable de persister. La ville a été évacuée en quelques heures. Le silence a duré des décennies. Et pourtant, dans tout sens qui compte, elle n'a jamais été complètement laissée derrière. Les scientifiques sont revenus. Les travailleurs sont revenus. La nature est revenue. Même les touristes et les intrus sont revenus, attirés par quelque chose qu'ils peinent à formuler, une attraction vers un endroit qui ne devrait pas exister sous la forme qu'il a. Alors voilà la question à garder avec soi une fois cette vidéo terminée. On dit qu'on a abandonné Pripyat, qu'on l'a laissé derrière nous.
Mais regardez tout ce qui a continué à s'y passer, chaque chercheur, chaque observation d'animaux sauvages, chaque visiteur clandestin, chaque centimètre lent que la forêt a gagné sur les rues de la ville. Est-ce qu'on a vraiment laissé Pripyat derrière nous? Ou est-ce que Pripyat ne nous a jamais vraiment laissé partir?